La pauvreté est le ciment invisible qui cimente l'ensemble du pouvoir. Elle ne découle pas du système, mais du système. Sans les pauvres, tout ce que nous appelons civilisation s'effondrerait. On nous fait croire que la pauvreté est un échec individuel. Mais en réalité, c'est la plus ancienne forme de gouvernement. Son carburant, le moteur qui alimente la machine de consommation, de pouvoir et de contrôle. On nous dit qu'il suffit d'efforts, que la réussite est à la portée de tous. Mais comment échapper à un labyrinthe conçu précisément pour nous enfermer dans un tel système ? On nous dit que les pauvres sont paresseux et donc coupables, qu'ils n'ont pas su saisir leur chance, qu'ils n'ont pas étudié. Mais personne ne dit que le système est manipulé, qu'il existe des forces invisibles qui veillent à nous maintenir dans la fatigue, la distraction, l'endettement et la peur de perdre le peu que nous possédons. Car la pauvreté est gérée, planifiée et stratégiquement amplifiée. Des entreprises entières dépendent de votre épuisement, de votre besoin, de votre espoir naïf. C'est l'économie du désespoir, l'industrie de la rareté, la religion du mérite qui ne nous sauvera jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. De ce jeu où perdre n'est ni de la malchance ni un échec, mais fait partie intégrante du plan. Préparez-vous, il est temps d'ouvrir les yeux. La pauvreté n'est pas une erreur. C'est une construction, une cage parfaitement conçue pour vous faire croire à la liberté, alors que chacun de vos gestes est soumis aux règles d'autrui. Zygmunt Bauman, l'un des sociologues les plus perspicaces de notre époque, les appelait les pauvres fonctionnels. Des personnes marginalisées non par hasard, mais parce que le système a besoin d'elles. Réfléchissez-y, il faut bien que quelqu'un fasse tous les boulots que personne d'autre ne veut faire. Il faut bien que quelqu'un accepte des salaires de misère, des conditions de travail épouvantables et des droits inexistants. Il faut bien que quelqu'un soit assez désespéré pour acheter des choses dont il n'a pas besoin, avec de l'argent qu'il n'a pas, pour impressionner des gens qui s'en moquent. Voilà le fondement de l'équilibre économique moderne, la souffrance comme matière première. Mais vous ne vous en rendez pas compte, parce qu'on vous a convaincu que tout dépend de vous, de votre mérite, de vos efforts, de votre optimisme. On vous a parlé du rêve américain, de la méritocratie, de l'idée que tout le monde part du même point. Mais avez-vous déjà vu une course entre quelqu'un qui hérite d'une piste goudronnée et quelqu'un qui commence pieds nus dans la boue ? Le piège est bien là, dissimulé derrière l'espoir. Le mérite devient un prétexte pour blâmer ceux qui n'ont pas réussi. Une excuse parfaite pour ignorer le point de départ. C'est pourquoi la pauvreté ne disparaît pas, parce qu'elle justifie la prétendue supériorité des riches et donne un sens à l'obéissance des pauvres. Nous vivons dans une société qui a besoin que vous croyiez être le problème. Que si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé, et non parce que le système est truqué. Jung aurait appelé cela une projection collective. La société projette son ombre, son avidité, sa peur, sa violence, sur ceux qui sont impuissants. Les pauvres deviennent le miroir dans lequel chacun projette sa propre culpabilité, son propre échec, sa propre honte. Et le pire, on finit par y croire. On croit qu'on ne mérite pas mieux, qu'on est né pour survivre, pas pour vivre. Voilà le succès du système. Il ne se contente pas de prendre votre argent. Il vole votre histoire. Il vous apprend à aimer vos chaînes. Regardez autour de vous. Les médias glorifient la richesse comme une vertu et ridiculisent la pauvreté comme un défaut. Si vous êtes pauvre, vous êtes une anomalie statistique. Si vous êtes riche, vous êtes un visionnaire, une personne éclairée, quelqu'un qui sait comment faire fonctionner le monde. Mais personne ne parle du coût humain qui se cache derrière chaque échelon de cette pyramide. La pauvreté des uns alimente le confort des autres. C'est un équilibre cruel, mais stable. Assez douloureux pour vous maintenir docile. Assez porteur d'espoir pour vous empêcher de vous rebeller. Bauman disait que le système moderne crée des consommateurs, non des citoyens. Car le citoyen, en théorie, pense, argumente et exige. Le consommateur, lui, achète. Et si les pauvres ne peuvent acheter, ils doivent aspirer à le faire. Cette aspiration à acquérir des biens est le nouvel opium. La promesse qu'un jour, à force de persévérance, vous exploiterez les autres. En êtes-vous conscient ? L'éradication de la pauvreté laisse indifférent. Car si chacun était libre, le système s'effondrerait. Plus personne ne voudrait nettoyer les toilettes, livrer les colis, servir le café. La pauvreté est le ciment qui maintient l'illusion du progrès. Et ceux qui se trouvent au bas de l'échelle sociale continuent de jouer leur jeu, persuadés qu'en travaillant un peu plus, en endurant un peu plus longtemps, en gardant le sourire malgré la douleur, peut-être qu'un jour leur tour viendra. Mais ce jour n'arrive jamais. Et pendant que nous attendons, la vie nous échappe, prisonnière de cette promesse vaine. Dès la naissance, nous sommes programmés pour progresser. Mais progrès ne rime pas avec liberté, il rime avec productivité. On ne nous apprend pas à penser, on nous apprend à produire, à rivaliser, à obéir. L'école ne forme pas des esprits critiques, mais des exécutants dociles. Le système ne veut pas de philosophes, mais des employés qui craignent de perdre leur emploi. La pauvreté est une usine à obéissance. Nice l'a décrite comme une « morale d'esclave », une structure où les faibles apprennent à justifier leur propre souffrance, croyant qu'être pauvre, c'est être humble, que souffrir, c'est être vertueux, que se soumettre, c'est être bon. C'est le piège parfait, car si l'on se contente des miettes, on se partage le festin.
Et le pire, vous ne haïssez pas l'oppresseur. Vous vous identifiez à lui. Vous l'admirez, vous l'imitez, vous le suivez sur les réseaux sociaux. Vous achetez ses vêtements, vous rêvez de sa vie. Ils vous ont fait aimer votre geôlier. Bien sûr, vous ne vous en rendez pas compte. Car la faim ne laisse pas de place à la conscience. Vous travaillez, vous payez, vous vous endettez, vous vous laissez distraire. Le cycle se répète. Et lorsque vous essayez de vous échapper, la peur vous paralyse. Peur de tout perdre, peur du jugement des autres, peur de la solitude, peur de la stigmatisation sociale. Voilà la véritable prison. Non pas le manque d'argent, mais le manque d'alternatives. Sandy Mullen-Eaton l'explique avec une précision brutale dans son livre « La pénurie ». Lorsque l'esprit vit dans la pénurie, il cesse de penser clairement. Le cerveau s'atrophie. La pauvreté ne vous prive pas seulement de ressources, mais aussi de la capacité de voir au-delà du court terme. C'est un véritable détournement cognitif. La survie vous rend myope. Vous ne pensez plus à construire, à planifier, à vous améliorer. Vous ne pensez qu'à survivre. C'est pourquoi, même lorsqu'une personne pauvre a une opportunité, elle la gâche souvent. Non par manque d'intelligence, mais à cause d'une pression excessive. C'est pourquoi les gagnants du loto se retrouvent souvent dans la même situation qu'avant, voire pire. Vivre dans le dénuement, c'est vivre dans un état d'alerte constant. Cet état engendre erreur, anxiété et décisions impulsives. On parle alors de « mentalité de pauvre » pour culpabiliser. Mais en réalité, c'est une conséquence de l'environnement. Personne ne réfléchit clairement lorsqu'on vit dans la précarité. Et pendant ce temps-là, le système propose des solutions superficielles. Des cours sur l'état d'esprit d'abondance. Des gourous de la motivation qui prétendent que tout se passe dans la tête. Des adeptes de la pensée positive à l'infini. Mais ils omettent un détail crucial, ils n'ont jamais eu à choisir entre payer leur loyer et manger. La spiritualité est devenue un anesthésiant. Le développement personnel, un placebo. Il vous berce avec des citations inspirantes pour vous empêcher de voir le système qui vous écrase. Walter Lippmann disait déjà il y a près d'un siècle, là où tout le monde pense de la même façon, personne ne pense vraiment. Et c'est exactement ce qui se passe. La pauvreté persiste car la pensée critique a été remplacée par la pensée positive. On vous dit de sourire, d'être reconnaissant, d'attirer la prospérité. Et vous essayez, jour après jour, jusqu'au jour où vous comprenez qu'aucune phrase ne peut changer un salaire injuste, qu'aucun mantra ne peut rembourser une dette. Il ne s'agit pas d'attirer sans avoir d'abord compris. Et comprendre, c'est parfois douloureux. Car lorsqu'on comprend, on ne peut plus s'en prendre à soi-même. Il faut lever les yeux vers le système, vers les structures, vers les mains corrompues qui ont orchestré notre précarité. Et c'est là que naît la véritable peur. La peur d'en savoir trop. Mais cette peur est aussi la voie de la libération. Car la clarté succède toujours à l'inconfort. Et ce n'est qu'en cessant de croire que le système nous sauvera que l'on peut commencer à se sauver soi-même. La pauvreté se transmet, mais pas seulement en termes d'argent ou de son absence, non, elle se transmet aussi par le langage, le silence, la culpabilité. Nous grandissons en entendant des phrases comme « il faut l'accepter »,« c'est notre lot »,« Dieu pourvoira », et chacun de ces mots s'ancre dans l'inconscient comme une encre invisible. Jung les appelle des blessures archétypales, des ombres collectives transmises de génération en génération, gravées dans la psyché familiale. Ce n'est pas seulement le dénuement matériel qui se transmet, mais aussi une façon de voir le monde. Avec la peur de la perte, avec la culpabilité de vouloir plus, avec la honte de vouloir rompre avec l'ordre établi. Dans les quartiers défavorisés, la pollution de l'air est prise pour de la soumission, et le désir de réussir pour de la trahison. Si vous voulez améliorer votre vie, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous traiter de présomptueux. Si vous rêvez, on vous prendra pour un fou. C'est un système irrémédiable. Je sais que le mot « perpétuer » n'existe pas, mais j'en défends l'usage car il exprime cette idée mieux que tout autre. Est-ce la fin ? Non, la communauté elle-même protège les chaînes qui la retiennent. Ainsi, la pauvreté devient culture, identité, refuge. Personne ne veut l'admettre, mais parfois, les pauvres craignent même de cesser de l'être. Car la pauvreté donne un sens à la vie, un sentiment d'appartenance. Parfois, la pauvreté est tout ce qui reste. Le système le sait, la religion, qui lui est intimement liée, le sait aussi. Où est le paradis ? Il n'est pas ici, il est dans un autre monde. Ici, il faut souffrir comme un chien pour le mériter. Puis, une fois le seuil du Vatican franchi, tout n'est que luxe, richesse, opulence. Pendant que d'autres se battent pour des miettes, se disputant le même morceau de pain, divisé et amer. Nous ne levons jamais les yeux. Les pauvres haïssent les pauvres. L'ouvrier méprise le chômeur. Le citoyen craint l'immigré. Diviser pour mieux régner, disaient les Romains. Ainsi, l'énergie vitale se disperse dans la lutte, tandis que le véritable pouvoir demeure intact, là-haut, bien au chaud. Car si tous les pauvres s'unissaient, le système s'effondrerait en un jour. Mais ils ne le peuvent pas, parce qu'on leur a inculqué la méfiance. Et voilà que surgit le nouveau Dieu, le marché. Cette entité abstraite décide qui est digne et qui ne l'est pas. Elle est sans visage, sans conscience. Pourtant, elle dicte le destin de chacun avec la froideur d'une équation. Le marché n'aime ni ne hait, il mesure, tout simplement.
Si vous produisez, vous existez. Si vous ne produisez pas, vous êtes superflu. Et le superflu devient invisible. La pauvreté moderne n'est pas toujours visible. Elle a Internet, elle a le téléphone, elle a des apparences. Mais au fond, c'est toujours le même esclavage déguisé en liberté. Vous travaillez plus dur que jamais et pourtant, vous n'arrivez toujours pas à tout suivre. Vous avez plus d'informations que jamais, mais jamais les bonnes. Car le bruit ambiant vous empêche de réfléchir. Nous vivons à une époque où tout semble possible, mais en réalité, rien ne change. Et pendant que vous croyez choisir, en fait, ce sont les autres qui choisissent pour vous. Chaque publicité, chaque tendance, chaque désir, tout est implanté dans votre esprit. La pauvreté est une programmation psychologique autant qu'une condition économique. Et pour vous en libérer, ne commencez pas par l'argent, mais par la prise de conscience. Un pauvre qui pense, car un pauvre qui pense cesse d'être utile. Il cesse de consommer, il cesse d'obéir. Voilà le véritable ennemi du système. Non pas le pauvre violent, mais le pauvre lucide. Alors on se demande, comment s'en libérer? Comment échapper à un système omniprésent? Par un acte radical de prise de conscience. En cessant de fuir, car chaque fois qu'on s'arrête pour observer sans se laisser distraire, le système perd son emprise sur nous. Et quelque chose change, le charme est rompu. Voilà pourquoi personne ne veut que vous vous arrêtiez. Voilà pourquoi la productivité est devenue une vertu. L'oisiveté est un péché. Ne pas applaudir en rythme éveille les soupçons. L'introspection est dangereuse. La solitude est une erreur. Pourquoi? Parce que la solution se trouve là. Non pas dans la production, l'achat ou le désir de toujours plus. Non pas dans la possession de plus, mais dans la compréhension des raisons de ce besoin. La pauvreté ne disparaît pas parce que personne n'ose s'attaquer à ses racines. Et ces racines ne sont pas extérieures, mais bien ancrées dans la mentalité collective. Si cette mentalité ne change pas, le système se réinvente sans cesse, sous une autre forme, un autre nom, avec un autre maître. La pauvreté est une forme de domestication et, comme toute domestication, elle commence par briser la volonté. Maintenant, vous savez, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus voir le monde comme avant. Vous comprenez que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais une stratégie. Que la douleur n'est pas le fruit du hasard, mais un outil. Que votre épuisement n'est pas individuel, mais systémique. Mais vous comprenez aussi que le pouvoir que le système vous vole commence à être reconquis dès l'instant où vous décidez de penser. Il n'y a pas de révolution plus dangereuse que la révolution de la pensée. Il n'y a pas d'acte plus subversif que de s'éveiller dans un monde qui veut vous maintenir dans l'ignorance. La vraie richesse, c'est de garder les yeux ouverts. La vraie richesse, c'est de s'arrêter pour réfléchir. Dites-moi maintenant, êtes-vous d'accord avec l'ère de la conscience, ou pas ?